Bonjour, je me présente Jean-François Bernier, je suis le protecteur national de l'élève. Mon parcours m'a amené à ce poste-là au fil des ans, mais j'ai étudié ici à l'Université Laval, mon alma mater, en droit principalement, et j'ai fait également une maîtrise à l'École nationale d'administration publique. J'occupe ce poste depuis 2022 parce que l'institution existe depuis cette année-là, donc c'est une toute nouvelle institution publique du gouvernement du Québec. Et notre principal objectif, notre principale mission, en fait, c'est de veiller au respect des droits des élèves et de leurs parents au niveau des écoles publiques et privées du Québec. Donc, on parle ici du préscolaire, du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et de l'éducation aux adultes. Donc, on couvre au total près de 1,5 million d'élèves et leurs parents pour s'assurer du respect de leurs droits dans leur quotidien à l'école. Je pense qu'est-ce qui doit nous animer, c'est de croire en la différence qu'on peut faire dans le quotidien d'élèves et des parents. Donc, ça prend une bonne dose d'idéalisme, mais ça ne veut pas dire par ailleurs qu'on est naïf ou qu'on est utopiste. Là. C'est juste de dire, il faut y croire, il faut avoir des objectifs, même si la montagne parfois est grande et est haute à escalader, il faut y croire, il faut vraiment pleinement s'investir là-dedans. Qu'est-ce qui peut nous amener à ça? Bien, ma formation en droit est effectivement quelque chose qui peut être pertinent, compte tenu que l'encadrement, ce qu'on appelle les encadrements normatifs, les lois, les règlements, les politiques, les procédures qu'il y a partout au Québec, dans les écoles publiques et privées, c'est quand même très important. C'est ce qui encadre au quotidien le travail des intervenants scolaires. Mais aussi, je pense que ça prend un bagage en ce qui me concerne, compte tenu que le protecteur national est ce qu'on appelle l'ombudsman de l'éducation au Québec, de connaître ce qu'est un ombudsman, qu'est-ce que ça fait, c'est quoi de traiter des plaintes, c'est quoi l'approche, l'accessibilité avec les citoyens? Mon parcours professionnel, aussi bien au protecteur du citoyen pendant une dizaine d'années auparavant que dans les services directs aux citoyens, notamment au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, font que je pense que c'est un bagage pertinent qui m'a amené et qui a amené, en fait, ultimement, le gouvernement à me choisir pour occuper ce poste-là en 2022. Je vois le protecteur national de l'élève et surtout les protecteurs régionaux de l'élève, qui sont les personnes qui, au quotidien, traitent les plaintes et les signalements qu'on reçoit, comme un contributeur de premier ordre à l'amélioration des services qu'on retrouve dans notre réseau scolaire. Donc, les interactions aussi entre les parents, les élèves et le personnel scolaire. Un contributeur de la qualité de l'environnement dans lequel gravitent nos enfants à l'école. Donc, s'assurer qu'ils sont dans un environnement qui est stimulant, mais surtout sécuritaire pour elles et pour eux. Ça, c'est fondamental. Donc, on est un contributeur. On ne fait pas tout seul une différence. On participe à quelque chose de plus grand que nous, qui est l'intérêt supérieur des enfants et des élèves qui fréquentent les écoles. Par ailleurs, on est là aussi pour trouver des solutions. On est un ombudsman. Donc, par définition, on n'est pas là. On n'a pas de force coercitive, on ne force pas les choses, on n'oblige pas des gens à faire des choses. Un juge peut obliger ou décréter des choses. Nous, on va recommander des solutions. Quand on vient à la conclusion que la plainte est fondée, par exemple, on va faire des recommandations. Donc, on contribue à trouver des solutions. On n'est pas pour taper sur les doigts, on est là pour améliorer les choses. Donc, ce qui nous amène, par le biais de nos recommandations, à parfois sortir des sentiers battus, puis arriver avec des solutions que peut-être l'école, la direction de l'école ou le centre de service, par exemple, n'avait jamais envisagées. On va arriver avec des pistes nouvelles qui parfois la plupart du temps, sont très bien accueillies par les organismes scolaires avec qui on interagit au quotidien. C'est quelque chose qui est spécifique et unique, je vous dirais, au protecteur national de l'élève et aux protecteurs régionaux. Et on le constate depuis notre entrée en fonction opérationnelle à l'automne 2023. C'est la contribution qu'on peut apporter au rétablissement des communications entre les parents et l'école et du lien de confiance souvent entre les parents et l'école. Souvent, ce lien de confiance-là est brisé. Parfois, on croit qu'il va l'être de façon irrémédiable, mais c'est pas vrai. Il y a toujours une façon de se reparler et de remettre les choses dans les bonnes perspectives. Pourquoi c'est important? Ce qu'on constate aussi, contrairement à d'autres organisations d'ombudsman, par exemple le protecteur du citoyen, ou d'autres organismes qui traitent des plaintes, notamment dans le réseau de la santé, c'est que le parent et l'élève vont fréquenter
ou vont interagir avec les représentants de l'école et du centre de service pendant plusieurs années. Alors, quand il y a un problème, puis un bris de communication et un bris de confiance dès la deuxième année du primaire de notre enfant, ça peut nous suivre longtemps. Et pas, quand je dis nous, c'est au premier chef, les enfants. Alors, au bénéfice de l'enfant, pour son intérêt, bien, si on peut être capable de rétablir des liens de confiance et des liens de communication positifs, tout le monde en sort gagnant, notre enfant en premier lieu. Au-delà du protecteur national de l'élève, qui est une institution, une personne, il y a des protecteurs régionaux de l'élève qui traitent les plaintes et les signalements au quotidien. C'est pas moi qui traite les plaintes, c'est les protecteurs régionaux. Donc, ils sont partout sur le territoire québécois. Et ils interviennent normalement dans une procédure de traitement de plainte qui est dans une loi, qui est la loi sur le protecteur national de l'élève, qui est la troisième étape généralement d'une procédure. Alors, on va donner un exemple typique. Je suis un parent, je ne suis pas satisfait des services que je reçois à l'égard du plan d'intervention de mon enfant. Je considère qu'il est incomplet ou qu'on ne m'a pas consulté suffisamment. Alors, je vais, première étape, je vais m'adresser à l'école. C'est important le principe de subsidiarité. Il faut essayer de régler les choses le plus près possible à la réalité quotidienne des parents et des élèves. Donc, on va s'adresser généralement soit à l'enseignant, mais surtout, je vous dirais, au directeur ou à la directrice de l'école. Cette personne-là, en vertu de la loi, a 10 jours ouvrables, donc 2 semaines de calendrier, pour revenir avec sa position, sa décision sur notre insatisfaction. Si on n'est pas content de la réponse qu'on reçoit, ou si ce 10 jours-là n'a pas été respecté, donc on n'a pas de nouvelles dans ces 10 jours-là, ou si on est insatisfait de la réponse, on va à la deuxième étape généralement, qui est celle au niveau du centre de service scolaire ou de la commission scolaire. Et dans une école privée, bien, c'est au niveau de l'école, encore une fois. Et là, c'est un responsable du traitement des plaintes qui va se saisir du dossier et qui aura 15 jours ouvrables, donc 3 semaines, pour rendre une décision. Là encore, si le délai n'est pas respecté ou si on n'est pas content ou satisfait de la réponse qui nous est donnée par écrit cette fois-ci, formellement, c'est prévu à la loi, bien là, on se tourne vers la troisième et dernière étape qui est celle des protecteurs régionaux de l'élève. Alors là, on a une ligne unique, téléphonique, on a un formulaire, donc les gens nous interpellent au niveau du protecteur national. Donc, il n'y a pas autant de numéros de téléphone que de protecteurs régionaux. Il y a une seule ligne téléphonique. Les gens nous appellent là. Et nous, on va envoyer ça au bon protecteur régional de l'élève qui est associé à la région et à l'école. Et à ce moment-là, on va traiter ces plaintes-là. Moi, mon rôle à moi, c'est de m'assurer que les conclusions qui vont être rendues par les protecteurs régionaux sont cohérentes entre elles. Ces conclusions-là, les recommandations que ces personnes-là vont faire doivent être cohérentes au niveau national pour qu'une même situation soit traitée essentiellement de la même manière. Évidemment, il y a des disparités parfois dans les dossiers, mais qu'on s'assure de cette cohérence-là nationale qui n'existait pas auparavant, avant notre entrée en scène. Donc, c'est important de le dire qu'au quotidien, c'est les protecteurs régionaux qui traitent les plaintes. Et il y a certaines exceptions, je le mentionne, en matière de violence à caractère sexuel, compte tenu de la nature de ce que c'est et de l'urgence d'agir, la loi prévoit que les gens peuvent nous interpeller directement à la troisième étape, sans passer par les 2 premières. Il y a aussi certaines situations, prévues à la loi aussi, où les protecteurs régionaux ont le pouvoir discrétionnaire de dire non, même si ce n'est pas encore rendu à mon étape, on nous saisit d'une situation, ça nous interpelle, ça nous préoccupe tellement qu'on va s'en saisir tout de suite sans retourner les gens aux premières et deuxième étapes. Je pense un exemple typique de ça, c'est un bris de scolarisation. Notre enfant est à la maison depuis 2 mois. Il ne va plus à l'école du tout. Il n'y a plus de service du centre de service scolaire. Ça arrive à notre étape. On ne retournera pas les gens, généralement, aux premières étapes. On peut le faire, mais selon les circonstances, on peut s'en saisir tout de suite. Alors, voilà un peu les nuances, puis qui explique aussi cette procédure-là en 3 étapes qui, dans le fond, comme je l'ai dit un peu au début, vise à que ça se règle le plus près possible du quotidien puis des réalités des élèves et des parents. Une de mes réalités quotidiennes, et c'est une réalité qui est prévue à la loi, c'est d'assurer la cohérence nationale des interventions des protecteurs régionaux de l'élève qui traitent les plaintes et les signalements à chaque jour. Comment c'est fait? Bien, la loi prévoit que, techniquement, toutes les conclusions, donc toutes les décisions qu'ils rendent ou qu'elles rendent, il y en a plus de 1000 par année actuellement, sont soumises à mon attention. Et j'ai un certain nombre de jours pour m'assurer que ça me convient, que je vois la cohérence, que c'est pas incohérent avec d'autres situations similaires qui auraient pu être traitées précédemment et qu'on s'en irait dans une direction complètement opposée.
Donc, cohérence, oui. Et la loi me permet aussi de, si je le décrète et que je juge opportun, de modifier ces conclusions-là, ces documents-là, ces décisions-là, modifier des recommandations qui ont pu être faites par le protecteur régional et même, au besoin, faire ma propre enquête. Donc, techniquement, ça n'arrive pas souvent parce qu'en amont de tout ça, on a des processus qui nous permettent d'être en interaction au quotidien. Donc, ma réalité à moi au quotidien, c'est bien plus d'être justement en soutien, en rôle conseil aux protecteurs régionaux au quotidien, avec des équipes qui me soutiennent là-dedans au niveau de professionnels et de gestionnaires dans l'organisation, pour accompagner les protecteurs régionaux au quotidien. Il y a des équipes juridiques qui viennent les soutenir, évidemment. Comme on est dans un environnement éminemment juridique, ben, on a besoin de conseillers juridiques parce ce qu'on constate depuis le début, c'est qu'on construit le droit. Alors, je suis très clair là-dessus. Je ne pouvais peut-être pas le pressentir au début, mais rapidement, on s'est rendu compte on est en train de faire, on installe des balises, des jalons, je vous dirais, dans nos connaissances, notre raffinement du droit de l'éducation au Québec, par nos interventions, par les interprétations juridiques qu'on va faire d'un article de la loi sur l'instruction publique ou de la loi sur l'enseignement privé, par exemple. On fait avancer le droit de l'éducation au Québec actuellement au quotidien par l'entremise des décisions. Et c'est pour ça que mon regard de protecteur national sur ces conclusions-là sont fondamentales pour assurer cette cohérence nationale-là. Quelque part, mon rôle à moi, c'est d'assurer cette vision nationale dans mon rapport annuel d'activité, par exemple, de partager mes préoccupations, par exemple, sur un enjeu qui est pas juste dans une école, pas juste dans un centre de service scolaire, mais qu'on va retrouver essentiellement partout au Québec et qui est vécu par des centaines et des centaines, sinon des milliers d'élèves et de parents au quotidien. Mon deuxième grand rôle, je dirais, c'est assurer la concertation. Donc, c'est un lien avec le premier élément qui était la cohérence. Assurer la concertation au quotidien entre les protecteurs régionaux et toutes les équipes qui sont en soutien à ces personnes-là. Donc, comment on fait ça? Ben, c'est en se parlant, en échangeant ensemble sur des enjeux cliniques qu'on constate, auxquels on est confronté dans le traitement des plaintes, en s'assurant d'une formation continue aussi. C'est une des obligations qui est dans la loi. Je dois assurer la formation de ces protecteurs régionaux-là. Ce qui est fascinant, c'est qu'en 2022, en 2023 plutôt ici, quand la première cohorte de protecteurs régionaux a été nommée, on partait tous essentiellement de la même ligne de départ, comme je le dis souvent, et on a appris ensemble, on a développé rapidement, en moins de 3 ans, ce que je considère comme une expertise de pointe en matière du droit de l'éducation, des enjeux scolaires et du respect des élèves et des parents dans ça. Et mon troisième grand rôle, je dirais, c'est la promotion du recours et l'information sur les droits qu'on doit donner aux parents et aux élèves. Donc, on est une jeune institution, créée en 2022, en opération formelle depuis 2023. Donc, on est tout jeune encore. On n'est pas connu. Il faut être connu. Pourquoi? Pas pour le plaisir d'être connu. Il faut être connu des gens qui doivent un jour peut-être faire appel à nous. Il faut que ces gens-là aient la connaissance suffisante pour dire « Ah, oui, j'ai un problème aujourd'hui. Je sais vers qui me tourner ultimement. Ça va être le protecteur national et les protecteurs régionaux de l'élève. » Donc, c'est un rôle important. Évidemment, on va le développer de plus en plus. Tout le monde comprendra que dans les premières années, on construit les assises, les fondations d'un édifice. Là, on va commencer à mettre de l'énergie à ce volet-là, qui est de faire connaître le recours aux gens qui, ultimement, vont en avoir besoin éventuellement un jour. Mais plusieurs enjeux, ce qui ne veut pas dire que tout va mal, je tiens à le préciser. On constate ça aussi, qu'il y a des choses qui se font très bien à beaucoup d'endroits. Il y a des bonnes pratiques, il y a des bons réflexes, il y a des bonnes décisions qui sont prises. Mais un des enjeux que je vois, c'est le manque de soutien que peuvent avoir les directions d'école. Moi, je trouve que souvent, puis je l'ai déjà écrit dans un rapport annuel précédent, je trouve qu'ils sont démunis souvent, ces directions d'école-là. Pas parce qu'elles ne sont pas compétentes nécessairement, mais c'est parce qu'elles sont laissées à elles-mêmes. Et une journée d'un directeur ou d'une directrice d'école, là, je commence pas mal à savoir à quoi ça peut ressembler, puis c'est assez intense. Alors, elles ont besoin du soutien de leur centre de services, de ressources. Ça, c'est une première chose, parce qu'on travaille beaucoup avec la gouvernance scolaire dans notre quotidien. On s'adresse à la direction de l'école, on s'adresse à la direction générale d'un centre de services, on leur fait des recommandations pour améliorer les pratiques. Alors, si on est capable de développer à l'intérieur de ces organismes scolaires-là des mécanismes de soutien plus intenses et plus forts pour les directions d'école, bien c'est
au niveau de l'école que les choses vont aller mieux. Et ultimement, ben, ça va faire un effet de boule de neige sur tout le reste, là. Ça, c'est un premier enjeu qui est, à mes yeux, important. Donc, le besoin de soutien des directions d'école pour pas qu'ils soient seuls au quotidien dans leur réalité. L'autre, c'est la conciliation qui est éminemment difficile et surtout en ces temps de rationalisation, je vous dirais, entre les services multiples à donner aux élèves, la connaissance des obligations, des responsabilités qu'on a comme équipe école, comme direction d'école, à l'égard des élèves, les besoins sans cesse croissants, je pense qu'on le constate, là, les études universitaires le démontrent aussi, parmi les élèves du Québec. Comment concilier tout ça, c'est un grand enjeu. On n'a pas la solution, on n'a pas de baguette magique, mais je pense que c'est en travaillant tout le monde ensemble, à tous les niveaux. Puis quand je dis tous les niveaux, c'est les organismes scolaires, c'est les organisations qui les représentent, c'est les organisations qui représentent les enseignants et les autres personnels scolaires. Je pense que tout le monde doit travailler de concert, puis on va contribuer aux besoins à ces réflexions-là par le biais de nos interventions et des rapports qu'on pourra faire dans l'avenir. Un autre enjeu, et ça fait souvent les manchettes, c'est la violence sous toutes ses formes. Dans les écoles. Puis là, je ne suis pas en train d'être alarmiste inutilement. Sauf que ce qui arrive à notre niveau, c'est ce que je peux considérer comme la pointe d'un iceberg. C'est sûr qu'on n'est pas saisi de tous les problèmes et tous les enjeux de violence. On parle de violence psychologique, violence physique, intimidation, les médias sociaux utilisés à mauvais escient, et évidemment les violences à caractère sexuel. Il faut que nos enfants, quand ils rentrent dans une école le matin, sachent et sentent et vivent que l'école est sécuritaire pour elles et pour eux. Et ça, c'est un cheval de bataille que j'ai, c'est un enjeu important et je sais que la bataille est loin d'être gagnée, mais on va tous ensemble y contribuer pour que ça aille mieux. Et je vous dirais, le dernier enjeu qui m'interpelle personnellement, c'est les bris de scolarisation, les bris de service. C'est un peu en lien avec le premier enjeu. Moi, apprendre, être saisi d'une situation d'un enfant qui est à la maison depuis des semaines, il n'y a plus d'enseignement, c'est inadmissible. On ne peut pas laisser personne sur le bord de la route. Ces jeunes-là, c'est notre avenir de demain, c'est des citoyens de demain, c'est la société de demain. Il ne faut pas qu'on les laisse en plan. Même si, oui, je suis très conscient que ces cas-là sont difficiles, c'est des situations parfois difficiles à gérer, il y a de la désorganisation, il y a de la violence manifestée aussi par certains de ces enfants-là. Mais il y a encore plus besoin de nous que d'autres, peut-être, en certaines circonstances. Donc, il ne faut pas les laisser en plan. Il faut s'en occuper, même si c'est très exigeant. J'en suis très conscient. Une des distinctions aussi au niveau des écoles privées, c'est que c'est un petit milieu. C'est un milieu qui marche de façon un peu en silo. Hein. Il fait ses affaires dans son organisme scolaire qui est une école. Parfois, il part 350 élèves, parfois il y en a 28. Donc, c'est très variable. Ça nous amène aussi à des enjeux de respect de la loi sur le protecteur national de l'élève et de la procédure en 3 étapes. Parce que, techniquement, on comprendra assez rapidement que la personne qui rend une décision de la première étape ne devrait pas être la même qui la rend la deuxième étape d'une procédure, alors que ce qu'on retrouve dans le privé, c'est parfois ça. C'est qu'à cause que c'est un petit milieu, c'est le directeur de l'école qui a rendu la décision à l'étape 1, puis c'est le directeur de l'école qui va rendre la décision à l'étape 2 sur sa propre décision qu'il a rendue à l'étape 1. Alors, ça ne fonctionne pas en partant. Donc ça, c'est un enjeu sur lequel on est en lien avec les écoles privées, avec les organismes qui les représentent pour trouver des façons de mieux respecter les droits des gens qui font des plaintes dans un processus qui est prévu dans une loi. En fait. Mais avant de donner des conseils, j'aimerais surtout, ce que je ferai en premier, c'est de la remercier ou le remercier d'avoir choisi cette carrière-là. Pourquoi? C'est parce qu'elle est essentielle. Elle est essentielle. J'ai eu 4 enfants et on était à l'école, je vois bien, puis on a tous été nous-mêmes à une autre époque. On voit l'importance du rôle que peuvent jouer les enseignants. Moi, je leur dirais, investissez-vous. Ne lisez pas trop de choses pour vous décourager. Ce métier-là, il est noble. Il faut qu'on contribue, nous, comme société, à donner ces lettres de noblesse. C'est un rôle important. Donc, c'est le premier conseil, c'est pas un conseil, c'est un remerciement de s'investir là-dedans. Le conseil, d'être généreux dans notre rôle d'enseignant, d'être le plus généreux possible, d'être conscient de la responsabilité qu'on a comme enseignant, de la probité qui doit être associée à ce rôle-là. On est un modèle, hein? On est un modèle pour des jeunes du primaire, pour des adolescents du secondaire. C'est un rôle fondamental qui est joué là. Et aspirer à devenir
c'est un conseil ici, aspirez à devenir cet enseignant-là dont l'enfant va dire « Hey, moi, il y a un prof qui m'a marqué quand j'étais jeune. » Puis c'était lui. Puis il va m'accompagner tout le reste de ma vie parce qu'il y a une empreinte indélébile sur moi. Puis il m'habite encore aujourd'hui. Puis ces valeurs qu'il m'a inculquées, ben, je les ai aujourd'hui. Puis je vais les donner à mes enfants par la suite. Ça, c'est pour ça que c'est une profession qui est d'une noblesse infinie. Puis c'est important de jouer ce rôle-là dans la société.